Bonjour et bienvenue dans Plus Clair, les médias sous toutes leurs facettes. Vous ne raterez rien, vous verrez tout de l'actu télé, radio, presse, web, en France et à l'étranger. Au sommaire aujourd'hui, les toutes dernières nouvelles des médias pour commencer. Plus belle la vie bat des records d'audience et fait chuter le JT de Laurence Ferrari. Mauvaise ambiance chez les photographes qui suivent le couple présidentiel. Le président aurait ses favoris. Images, décryptage, c'est dans Telenovela. Vous retrouverez le zapping de la semaine. Vous avez rendez-vous avec nos critiques TV. Cette semaine, il passe au crible le nouveau rendez-vous de TF1. Une matinale, ou plutôt une grasse matinale. 10h, le MAG, présenté par Julien Arnaud et Sandrine Quétier. Notre tour du monde avec Christophe Beaugrand, avec cette semaine la télé anglaise qui dérape avec la très mauvaise blague d'un animateur de la BBC et aussi des people en prison. Dernière invention de la télé-réalité, c'est dans le Média Planète. Les élections américaines à la télé française, c'est dans notre cahier de tendance. Et bien sûr, nos invités. Bibiane Godefroy, elle est directrice des programmes d'M6. Le dîner presque parfait tous les jours en fin d'après-midi est un carton et c'est devenu le cauchemar de TF1. Une avant-soirée qui marche fort, bientôt à 20h. Elle nous dira quelle est la stratégie de la chaîne dans les semaines qui viennent. Et puis Michel Drucker, le pilier de France 2, il fête demain la 400e de Vivement Dimanche. Avec de nombreux animateurs de France 2, nous étions dans les coulisses du tournage. Et que pense Michel Drucker de la tempête qui secoue France Télévisions aujourd'hui? Nous allons lui demander. Mais d'abord, la nuit américaine. Les médias du monde entier se sont mobilisés pour vivre en direct la victoire de Barack Obama. Décompte, suspense, émotion. En la matière, CNN s'impose comme la chaîne leader aux États-Unis comme en Europe. Moyens et dispositifs exceptionnels. Nous avons passé cette nuit historique avec le correspondant permanent de CNN à Paris, Jim Bitterman. CNN has deployed correspondents around the world. Jim Bitterman est le correspondant de CNN à Paris depuis 1980. Mardi soir, il débarque au siège d'une grande marque de champagne, sponsor de la soirée électorale de CNN. Jim couvre les élections américaines depuis 1972, mais celle-ci est particulière. Non, il y a une campagne qui dure 2 années, presque 2 ans. C'est incroyable. Et ce soir, c'est le fin. Jim Bitterman va intervenir toute la soirée en direct sur CNN International qui émet dans le monde entier. Regarde ça. C'est la liaison avec les États-Unis. Oui, exact. Il va interviewer des PDG et des personnalités du gouvernement français. La première, c'est Ramayad, la secrétaire d'État aux droits de l'homme. Avant le duplex, petit briefing. I know that everybody is really happy to see that Barack Obama could be the next US president. On va commencer sur le caméra. Et à 20h15, c'est la première prise d'antenne. We have one of the French cabinet ministers, Ramayad, who is the minister for human rights. Sans surprise, l'interview portera essentiellement sur les minorités raciales. Okay, thank you so much. That was great. Quand CNN vous demande pour une interview, vous acceptez tout de suite? Pour un moment comme ça, en matière de politique étrangère, ça aura des conséquences, donc ça me semble normal. Mais c'est la première fois qu'il m'interroge sur des histoires de couleur de peau et de minorité. Mardi soir, CNN International avait 35 correspondants dans le monde entier. Alors forcément, pour Jim, il y a eu quelques problèmes techniques et quelques sueurs froides. Nikki, I am not hearing CNN International. No, hey Nikki, the problem's in Atlanta. We have got to know that sort of thing ahead of time. This is a 3-minute hit they're at. Et en plus, la prochaine invitée, la ministre de l'économie Christine Lagarde, est en retard. Bonsoir, c'est Nikki de CNN. Je voulais juste savoir si vous étiez à quelle distance. Pas de ministre, tant pis. Jim Bitterman prend l'antenne tout seul et brode sur l'enthousiasme des Français. I have never seen. It's amazing the amount of press coverage. Even as I'm speaking to you, Fanula, I'm being filmed by one of the French channels here who are following the exploits of American television. Finalement, Christine Lagarde arrive avec 1 heure de retard. Deliver on my word. Oh, fantastic. I wish that the Americans were too good at delivering candidates for president. And whoever is elected tomorrow will be clearly involved in the process of redesigning the financial architecture of our economies. À 23h, à Paris, aucun chiffre ne filtre encore. Mais dans la salle, nous apercevons quelques journalistes connus. Alors on tente de prendre la température. C'est juste une sensation que ça va être assez massif. Une espèce un raz-de-marée, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, c'est ça la vibration du moment. Un raz-de-marée, Obama. Obama. À minuit, pour Jim Bitterman, la soirée de travail s'achève.
Ils vont prendre l'antenne aux États-Unis et pour la réaction, ça sera demain matin. Exceptionnellement, pour l'élection, CNN International cède la place à CNN USA qui sera diffusée dans le monde entier. Et pour sa nuit électorale, la chaîne Tout Info a réalisé la meilleure audience de toute son histoire, 13,3 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. Il faut dire qu'elle a mis le paquet sur les nouvelles technologies, images en 3D, écran tactile et le clou du spectacle, des reporters qui apparaissent en hologramme sur le plateau. Hi Wolf. All right, big round of applause. We did it. There she is. Mais pour éviter l'erreur de 2004 où John Kerry avait été donné gagnant, les grandes chaînes ABC, CBS, NBC, Fox et CNN ont attendu des résultats fiables à 100%. À 5h du matin, heure française, le résultat tombe. It's a moment that potentially could be rather historic. And CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States. We will get there. I promise you, we as a people will get there. Deux heures plus tard, à Paris, nous retrouvons Jim Bitterman qui a passé la nuit devant sa télé. Première réaction à chaud. Quelque chose. Ouais, c'est historique. C'est historique. Ouais. Vous êtes prêts pour ce matin? Ah non, pas du tout. Mercredi matin, le correspondant de CNN était l'invité de Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1. Et à quoi va ressembler l'Amérique de demain avec Barack Obama? Bonjour Jim Bitterman. Bonjour Marc-Olivier. Et à la sortie du studio, Jim Bitterman nous confie finalement que c'est l'élection la plus émouvante de toute sa vie. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi j'étais en Inde ce matin. Quand j'ai vu Obama devant la foule à Chicago, la ville natale, c'était une émotion énorme. Voilà, c'est un sujet de Laetitia Krupa. Et à part ça, il se passe quoi dans la France des médias? Cette semaine, le 20h de TF1 a encore baissé, passant sous la barre des 30% de part de marché. Pendant ce temps, à la même heure, Plus belle la vie fait un carton sur France 3. Coup de gueule des photographes de l'Élysée, il y aurait du favoritisme dans l'air. Qu'en pense le photographe visé, l'ex-paparazzi Pascal Rostin? C'est dans Telenovela, préparé par Raphaël Bayot, François Saltiel et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. Avec pour commencer une Laurence Ferrari décidément pas vernie. Malgré un JT new-yorkais, ses scores ont été très en dessous de ses espérances, mardi et mercredi. 29,1%, puis 28,9% du public. C'est un chiffre vraiment énorme, jamais vu. Explication de TF1, Laurence Ferrari se bat sur tous les fronts. D'abord contre Plus belle la vie, l'éternel ennemi. Tu m'entends ? C'est vrai que mardi, le soap de Marseille a battu son record historique avec 24,8% de part d'audience. C'est important quand même. C'est vrai. Mais Plus belle la vie, en grand méchant loup, c'est aussi une excuse bien pratique. TF1 avait envie de trouver des explications aux contre-performances de son journal, de son nouveau journal, qui soit extérieur au journal lui-même. Et Plus belle la vie, l'augmentation de l'audience, c'était une belle explication. Autre argument de la une, le grand journal de Canal+ marche sur les plates-bandes de Laurence Ferrari. Le grand journal de Canal+ jusqu'à 20h50. Jeudi dans Le Monde, le directeur de l'info, Jean-Claude Dacier, a souligné « Mon seul souci, c'est Plus belle la vie et Denisot ». Pas un mot sur le JT de David Pujadas. Et pourtant, ce qui gêne beaucoup TF1, c'est aussi la progression continue du journal de France 2. Le changement est en marche. Mercredi, par exemple, délocalisé à Washington, David Pujadas a réalisé le score de 23,1% de part d'audience. Jamais l'écart entre les deux présentateurs n'a été aussi faible. Le travail de la rédaction est reconnu par nos téléspectateurs, donc c'est très bien. On est content en ce sens-là, mais il n'y a pas de triomphalisme, il n'y a pas d'idée de victoire. Et non, surtout que Laurence Ferrari est loin d'avoir dit son dernier mot. Jeudi, 32,4% du public avait choisi son 20h. La bonne audience de la semaine, c'est Non élucidé, nouvelle émission de faits divers de France 2, produite et animée par Arnaud Poivre d'Arvor. Le petit Jonathan Coulon, 10 ans et demi, disparaît d'un centre de vacances sans laisser de traces. Le concept, un retour de 80 minutes sur une enquête criminelle non élucidée, bien sûr. Résumons, Jean-Marc.
Avec 17,9% de part de marché, la chaîne doit être contente. Une nouvelle émission qui marche sur le service public, ce n'est pas si fréquent depuis la rentrée. Alors pour l'instant, j'attends d'avoir les responsables de France 2 au téléphone. Écoutez, j'espère qu'ils sont heureux parce qu'il y a de quoi l'être. Mais aucun indice d'une quelconque satisfaction de France 2. Selon nos informations, 3 autres non élucidés auraient été commandés, puis annulés. La balle est dans le camp de France 2 et j'espère qu'ils vont pas nous lâcher en route. Bref, si l'émission du fils d'Arvor ne revient guère à l'antenne en 2009, cela restera un mystère de la programmation à élucider. Pascal Rostin serait-il le photographe chouchou de l'Élysée? En tout cas, il agace ses petits camarades. D'après l'Express, la très sérieuse association des journalistes accrédités à l'Élysée s'est plaint au monsieur comme du président Franck Louvrier. Pascal Rostin aurait tout le temps accès au couple Sarkozy et ne laisserait pas assez de place aux autres. Il y a toujours eu des photographes qui ont eu une relation particulière. Le président Mitterrand, c'était Claude Azoulay. Le président Chirac, c'était Benoît Gizimbert et Jean-Claude Deutsch. Et Nicolas Sarkozy, c'est Pascal Rostin. Et Nicolas Sarkozy, de temps en temps, c'est Pascal Rostin, c'est Élodie Grégoire et tous les photographes de la presse présidentielle qui le suivent. Finalement, Franck Louvrier a répondu à l'association dans une lettre. Depuis l'arrivée de monsieur Nicolas Sarkozy, le nombre de parutions photographiques s'est multiplié, ce qui doit à l'évidence réjouir la profession. Et toc! C'est pas non plus une affaire qui mérite qu'on y passe des heures. Merci, au revoir. Le futur ex-anonyme de la semaine, c'est Joe, héros de Non-Stop Joe, une télé-réalité diffusée à la télé, mais pas que. Non-Stop Joe, pendant 30 jours, on peut tout lui demander. Bon, pour comprendre de quoi il s'agit, on est allé voir le QG de la production. Joe va être suivi 16 heures sur 24. À partir d'Internet, de votre mobile, vous pourrez décider ce que va faire Joe. En fait, 15 candidats se relayeront pour incarner Joe. Grâce à un site internet dédié, nonstopjoe.com, le public lui lancera des défis plus ou moins bonnets, comme par exemple... J'aimerais que Joe remonte les Champs-Élysées en trottinette. Bref, une sorte de tape à cap télévisé. Mais si le concept a fait le buzz dans les médias, c'est qu'il passera à la télé, sur le web et sur les mobiles. Selon nos informations, les diffuseurs en question seront MTV et SFR. Non-Stop Joe, ça commence le 20 novembre prochain. Mais Télénovelas, c'est fini pour cette semaine. Et gardez les yeux ouverts. Au départ, personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est un carton qui donne des surfroides à TF1. Mardi et mercredi soir, 17h50, un dîner presque parfait a battu son record d'audience et fait trembler la Starac. Un dîner presque parfait, c'est le succès d'M6 en Access Prime Time. Alors, est-ce que ça peut durer? Avec nous sur ce plateau, la directrice générale des programmes d'M6, Bibiane Godefroy. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Mardi, mercredi, un dîner presque parfait a réuni chaque soir environ 3 millions de téléspectateurs. C'est un record, tout simplement. Absolument. M6 qui a battu une nouvelle fois la quotidienne de la Starac sur TF1. Alors, est-ce qu'avec ce dîner presque parfait, vous êtes en train de tuer la Starac ? Je ne sais pas si on est en train de tuer la Starac. Je pense en tout cas qu'on est en train de réaliser une rentrée presque parfaite, notamment grâce à ce dîner qui bat des records d'audience pratiquement tous les jours et dont d'ailleurs les records s'accélèrent, je dirais, de jour en jour. Chaque soir, à 17h50, on est la chaîne la plus regardée, toutes les chaînes confondues. Donc effectivement, c'est un beau succès. La Starac peine un peu, mais nous ne sommes pas la seule chaîne en face. Offrir le meilleur des dîners possibles à 4 inconnus qui s'invitent et se notent à tour de rôle toute la semaine. C'est le concept d'un dîner presque parfait. Alors comment ça marche? La mécanique est très bien rodée. Nous nous sommes glissés dans les coulisses de ce tournage. Christelle Ploquin et Vincent Dupuis. Une fois n'est pas coutume, c'est aux Anglais qu'on a piqué une bonne recette. Non, pas de panique, pas une recette de cuisine, la recette d'un programme télé qui marche. Le concept du dîner presque parfait arrive du Royaume-Uni où Channel 4 vient de terminer la 5e saison de Come Dine With Me. Et le concept français est le même. Ils ne se connaissent pas et vont s'inviter les uns chez les autres. À l'issue de chaque dîner, l'hôte sera noté par ses convives sur 3 critères. Sa cuisine, sa décoration de table et l'ambiance de la soirée. Celui qui recevra la moyenne la plus élevée gagnera le titre de meilleur hôte de la semaine et la somme de 1 000 €. Garches, banlieue parisienne, il y a quelques semaines. Pour cet épisode pas encore diffusé, le tournage a lieu chez Estelle. Nous y étions, au menu ce soir pour les 4 invités jury, caille farcie et tiramisu. Dire que je ne me suis pas arrêtée, ça fait à peu près 4 heures que je suis en cuisine non-stop. Et c'est pas fini Estelle, il reste encore au moins 2 heures de préparation, toujours sous l'œil des caméras. Pour le tournage, c'est toute la maison qui se transforme en studio télé.
Des équipes dans toutes les pièces, des câbles, des techniciens un peu limite Valérie Damido. Et pour la réalisation, la régie s'est planquée, on l'a retrouvée dans le garage. C'est d'ici que le réalisateur donne en direct ses consignes au caméraman. La sauce, on peut prendre, on peut faire des plans d'illustres, on peut survoler. Pendant ce temps-là, un journaliste note minute par minute tout ce qui se passe sur le tournage. Dans la maison, pas question de laisser Estelle perdre le rythme, la production la coach en la faisant commenter elle-même tout ce qu'elle fait. Je fais toujours l'effort de faire une belle table. Quand je reçois des invités, ça dépend si c'est un dîner ou un déjeuner informel. Je pensais que c'était plus spontané que ça. En termes de conversation avec les invités, etc. Je pensais que c'était plus spontané. Alors là, il y a beaucoup de prises, il y a beaucoup de... Fais attention à ce qu'on a dit. Non, là, t'as dit ça, faut que tu le reformules et tu pourras pas le dire autrement. Voilà. Pour le budget course, la production défraie les participants à hauteur de 100 €. À 19h, c'est l'arrivée des invités. Bien sûr, toujours sous l'œil des caméras. Tout est orchestré, pas question d'arriver tous à la fois. L'équipe de production veille au bon déroulement des séquences. Un par un, ils vont découvrir la maison d'Estelle. Donc Eddie, on peut approcher la quatrième de la porte. Alex, tu peux rentrer. Et c'est l'heure du dîner. Presque naturel. Et oui, là encore, difficile d'oublier les caméras, surtout quand la production interrompt les conversations pour faciliter le montage. La séquence de l'entrée est terminée. Séquence suivante, le plat principal va-t-il plaire aux invités? Nous, on n'en saura pas plus, il faudra attendre la diffusion. Comme tous les chefs, M6 garde certains de ses secrets de fabrication. Des caméras omniprésentes, on voit que c'est assez formaté tout de même. Non, c'est absolument pas formaté. Justement, la caractéristique du dîner, je crois, une des raisons de son succès, c'est que c'est un reflet de la vraie vie. Alors bien entendu, pour pouvoir tourner ce genre de choses en aussi peu de temps, il faut beaucoup de caméramans, il faut un certain nombre de règles. Et je pense que c'est vraiment ça le succès du dîner. On fait quand même les conversations. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit filmer. On est souvent dans des maisons ou des appartements assez petits où il faut mettre 2 ou 3 caméras. Donc ça nécessite un certain nombre de choses à refaire, mais on refait jamais que ce qui a été fait. Rien n'est écrit, tout est instantané, c'est la vraie vie. 3,1 millions de téléspectateurs, on l'a dit mercredi, c'est le meilleur résultat depuis le lancement de l'émission en février dernier. On a doublé les audiences sur la case. Et pourtant, au départ, personne n'y croyait vraiment à ce concept. Même moi, c'est-à-dire que je pensais que c'était un concept très très intéressant, très nouveau. Et M6 essaye en permanence d'innover, d'amener de nouveaux concepts à l'antenne. Donc on a mis le dîner presque parfait. On a aussi créé l'Access avec 100% Mac. Donc on a mis 2 nouvelles émissions à l'antenne au mois de février. Il y aura un an. Mais parce que l'année précédente, vous aviez pas mal galéré. Sur cette tranche horaire, il y a eu Popstar, Top Model, le jeu, on s'en souvient, présenté par Roland Magnan, Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans? Absolument. Qui ont été, on peut le dire, des flops. Qui ont été des échecs, mais pour une raison très claire, c'est que toutes les chaînes de télévision aujourd'hui doivent s'adapter à quelque chose de très nouveau, qui est la concurrence des chaînes de la TNT, qui progresse globalement d'1% tous les mois. Donc c'est une véritable révolution que la France subit aujourd'hui. Il fallait donc savoir quel était le téléspectateur qu'il fallait viser. Et pour M6, c'était surtout élargir son public. La chaîne de jeunes devait s'élargir un peu plus. Aujourd'hui, il faut intéresser tout à la fois ses cibles jeunes et également la famille. Et je pense qu'un des succès, la fameuse ménagère. En tout cas, avec un dîner presque parfait et 100% Max, c'est toute la tranche, 18-20, que vous avez reboosté. On a doublé l'audience en un an. Est-ce que c'est une stratégie pour lancer le fameux JT de 20h? Vous avez vu clair dans le jeu de M6. Effectivement, M6, on travaille toujours tranche par tranche. On va s'attaquer pendant l'année 2009 à la tranche de 20h, qui pour l'instant est une petite faiblesse de la chaîne. Donc on va créer le journal télévisé. Janvier 2009, trop tôt? Ce sera certainement pas janvier pour une bonne et simple raison que pour pouvoir faire ce JT, on crée un tout nouveau et très beau studio HD. La technique et la construction de ce décor feront que ce sera certainement pas avant mars. HD, c'est haute définition. Oui, donc pour l'instant, vous donner comme horizon mars. Vous nous avez parlé d'une réunion de préparation de travail en vue de ce JT qui va arriver en mars. Était-ce en présence du présentateur, de la présentatrice, du duo de présentateurs chargé
chargé de ce JT. Si je savais quel est le présentateur, je serais très contente. Ça veut dire qu'il n'est pas présent à cette réunion. Ça veut dire qu'il n'est pas présent à cette réunion. Ça veut dire aussi que le choix n'est pas définitivement fait. Il y a beaucoup de monde qui a envie de faire ce journal. Peut-être vous, Charlotte, d'ailleurs. Mais... pourquoi pas? On a parlé de Christophe Ondelat, on a parlé de Maya Loquet, on a parlé de Guy Lagache, on a parlé d'Harry Roselmack. Finalement, est-ce que vous avez une piste sérieuse ou pas? Nous avons plusieurs pistes sérieuses. Le journal aura lieu 7 jours sur 7. Oui. Il faudra dire qu'il faudra plus un présentateur, il en faudra plusieurs. Et donc, nous avons plusieurs pistes très sérieuses. Parmi les noms que je viens de Vous n'avez pas cité tout le monde. Le nom de Claire Barsac circule. Alors, c'est une quasi inconnue, en tout cas pour ceux qui n'ont pas regardé NT1. C'est elle qui aujourd'hui remplace Mélissa Thoriot pendant son congé maternité à la présentation de Zone Interdite. Est-ce que c'est un test? Pour l'instant, Claire Barsac a été engagée pour remplacer Mélissa. Mais elle ne voulait pas être remplacée, Mélissa Thoriot. Donc, Mélissa, comme elle ne pourra pas accoucher sur le plateau, devait être remplacée. Non, mais elle voulait enregistrer. Et bien entendu, ça a été fait en totale transparence avec Mélissa. Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que Claire Barsac était un simple joker. Claire Barsac représente, voilà, absolument. Nicolas Taverneau, le PDG du groupe M6, avait annoncé en janvier, avec la suppression de la pub sur le service public, que les primes allaient commencer à 20h35. Est-ce que c'est une décision qui est définitive aujourd'hui? C'est effectivement une des fortes pistes sur lesquelles on travaille. Nous ne sommes pas les seuls à travailler sur ce créneau de 20h35. Donc c'est aujourd'hui... C'est pas complètement arrêté, d'après ce que je sais. Ce n'est pas 100% arrêté, absolument. Merci beaucoup Bibiane Godefroy d'être venue répondre à nos questions sur le plateau de Plus Clair. À suivre après la pub et le zapping de la semaine. Critique TV sur le grill cette semaine, 10h le MAG. C'est le nouveau rendez-vous de TF1 tous les matins. L'actu média à l'étranger vu par Christophe Beaugrand, c'est le Média Planète. Nous irons en Grande-Bretagne où ça dérape dans les médias anglais. Vous retrouverez aussi notre envoyé très spécial, notre cahier de tendance. Et puis, dans un instant, notre invité Michel Drucker. Il est avec nous sur ce plateau. C'est dans un tout petit instant. À tout de suite. Deuxième partie de Plus Clair. Dans un instant, Michel Drucker. Mais tout de suite, comme promis, le zapping. Depuis jeudi, 10h du matin sur TF1, 2 nouveaux visages. Julien Arnaud, Sandrine Quétier, c'est le nouveau pari de la chaîne. Un magazine en concurrence frontale avec C'est au programme, l'émission de Sophie Davant sur France 2. Alors, quelles sont les chances de 10h le MAG? L'avis de nos experts, c'est dans Critique TV. Attention, ça peut faire mal. Bonjour à tous et bienvenue dans 10h le MAG. C'est donc un tout nouveau rendez-vous sur TF1 en direct, en public, pendant 1 heure. L'émission est extrêmement découpée. On a plein de choses à vous dire, on a plein de choses à vous montrer, des rubriques, des reportages sur des sujets qui vous concernent. Mais plus sur le mode d'un magazine de presse féminine en général, mode, tendance, etc., que sur une émission de télé. Je dois vous annoncer une excellente nouvelle, qui pourtant à la rubrique nécrologique, le slim est mort. À savoir du people, du news. Les grèves de train ce matin, c'est les news. De l'enquête, du portrait, de l'horoscope, de la cuisine. Le jambon coquillette, croyez-moi, en 2 coups de cuillère à peau, il en fait de la haute gastronomie. Tout y passe. Gémeaux comme le maire de Paris, Bertrand Delanoë, c'est une journée difficile qui commence. Enfin, une émission télé, mais un horoscope à l'antenne. C'était une hérésie qu'il n'y ait pas d'astro à la télévision. Il y en a partout. Il y en a à la presse écrite et à la radio. Il n'y en avait plus en télé. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'émission est quand même plutôt bien produite. Elle est bien séquencée. On commence par un journal tout en images. Tendance, Barack Obama plus qu'un président, un phénomène de société. Perso, comment être parent et rester amant. C'est quand même assez incroyable que TF1 n'ait pas ce qu'on appelle une grande émission d'accueil le matin. Ce que les Américains appellent de l'infotainment, c'est-à-dire un mélange d'infos et de divertissement. Émilie, ce sera chaque jour notre Madame Tendance. Bonjour Émilie, merci d'être là. Mais d'abord, dans cette émission, c'est le premier grand thème Actu. On s'informe assez vite, assez moyennement, c'est-à-dire que c'est pas une information quand même très développée, mais on passe de Obama, au jean, au prêt immobilier. Du coup, c'est une information ultra light qui passe partout, vite consommable. Tous les ratés, les bugs télé en 3 minutes, rien ne nous échappe. Attention. On se prend pas la tête, on est complice, on rigole. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je rajouterais bien un peu de beurre. C'est sympa. Vraiment sympa. Le leitmotiv de l'émission, c'est sympa. Très sympa. Le qualificatif revient au moins 5-6 fois dans la bouche des présentateurs. Vraiment très sympa.
l'info people pour Sandrine Quétier. Alors vous allez regarder ce qui vous attend et ce qui attend également les stars du même signe que vous. Elle est parfaite pour ce genre d'émission parce qu'elle a cette espèce de chaleur et de convivialité nécessaire. Donc je pense que c'est sur elle, essentiellement, que va reposer l'émission. Et on démarre avec le signe top ou flop du jour. Et le news pur et dur pour Julien Arnaud, qui travaille sur LCI et TF1 depuis longtemps. Julien Arnaud est bien dans le rôle du passeur de plats. Merci infiniment à Marie Gillin pour être venue. Merci. Vous restez avec nous dans un instant, le meilleur de la télé. Il y a des attrapes ménagères de moins de 50 ans. Cette émission, elle est typiquement dans cette catégorie-là. Le format a été créé pour elle, pour qu'elle vienne regarder TF1 à cette heure-là. Le leader actuellement, c'est France 2 avec C'est au programme de Sophie Davant, 20% à peu près. C'est pas un enjeu d'audience pour TF1 parce que sur toutes les chaînes de télé, y compris le câble et le satellite, il y a entre 4,5 millions et 5 millions d'individus derrière leur écran. C'est moins que le public de Plus belle la vie, une seule émission sur France 3. C'est un peu les pieds nickelés contre Goliath. En fait, TF1 n'a pas besoin d'être leader absolument, elle a surtout besoin de redevenir une chaîne animée, vivante. TF1 retrouve enfin du direct et enfin un visage. Début encourageant. Mais qu'est-ce que je fous devant la télé à ce temps-là? On a fait facile pour la première, mais ce sera pas tous les jours comme ça. Thank you. Voilà, Critique TV, c'est réalisé par Jean-Thomas Roux. Et ailleurs, direction la Grande-Bretagne. Parfum de scandale dans les médias anglais, nouvelle blague douteuse d'un animateur très connu de la BBC. Et puis la dernière émission, franchement limite, c'est sur Virgin One. Des people sont envoyés en prison et racontent leur captivité. C'est dans Mediaplanet avec Christophe Beaugrand, un rendez-vous préparé par Adrien Roard. Bienvenue dans Mediaplanet, toute l'actu internationale des médias en moins de 5 minutes. Ok, nous allons commencer. Concentration. Exactement, concentration. Au programme aujourd'hui, son visage est à la une de tous les magazines du monde, Barack Obama. On vous présentera le top des couves les plus étonnantes. Le concept le plus trash de la semaine, il nous vient d'Angleterre. Il s'agit d'enfermer de vraies célébrités dans une vraie prison et de voir ce qui se passe. Une chaîne 100% gay en Allemagne, c'est la nouveauté de la semaine. Pourquoi ce qui n'a pas bien marché en France pourrait cartonner outre-Rhin? On verra ça. Et puis, qui est Raphaël Amargo? Le prof déjanté de la Star Academy est déjà une vedette en Espagne et aux États-Unis. Mediaplanet l'a interrogé, mais on n'a pas tout compris. Mais d'abord, le scandale de la semaine, c'est une nouvelle fois Jeremy Clarkson. On vous avait déjà parlé de cet animateur anglais spécialisé dans les émissions automobiles à la BBC. Disons que Jeremy Clarkson a un humour particulier et cette semaine, dans son show suivi par 7 millions de téléspectateurs, il a raconté une blague carrément douteuse sur les routiers alors qu'il essayait de conduire un poids lourd. Because this is a hard job, and I'm not just saying this to win favour with lorry drivers. It's a hard job. Change gear, change gear, change gear, check your mirrors, murder a prostitute, change gear, murder. Check your... That's a lot of effort in a day. Jeremy Clarkson faisait référence à un fait divers atroce, un camionneur serial killer qui avait tué 5 prostituées. Au final, gros scandale et des centaines de lettres de protestation contre la BBC. Et les Anglais sont particulièrement en forme ces jours-ci, la preuve avec ce nouveau concept hallucinant lancé il y a 15 jours sur la chaîne Virgin One, ça s'appelle Prisoners. Alors l'idée c'est d'envoyer des people dans une prison, une vraie, pendant quelques jours, histoire qu'ils comprennent à quoi ça ressemble. 8 of the world's toughest prisons. Behind bars. That's really disgusting. Pour la première émission, c'est Jack Osbourne qui s'y est collé, le fils du rocker. On l'a envoyé dans une prison du Tennessee. Take your shoes and socks off. Place your hands firmly against the wall. Okay. Alors l'objectif, c'est de comprendre les difficultés de la vie carcérale au quotidien. Au final, c'est pas forcément très agréable à regarder et la presse anglaise trouve ça plutôt shocking. La chaîne s'appelle Team, elle émet depuis le 1er novembre. Il s'agit de la première chaîne gay allemande, un canal 100% gratuit et exclusivement réservé aux hommes. Au programme, quelques séries extravagantes, des docus sur les vieilles chanteuses, des reportages sur l'art du bouquet, jusque-là tout va bien, mais aussi des émissions plus sérieuses. Zweiter Weltkrieg. Sind Sie homosexuell? Die unwürdige Jagd auf Homosexuelle in der Armee. Es wird geschätzt, dass über 250.000 britische und über 1 Million amerikanischer Soldaten homosexuell waren. Alors est-ce que cette chaîne va cartonner? On a posé la question à Pascal Ouzlot, c'est le patron et fondateur de la chaîne gay française Pink TV. Évidemment, je suis content quand je vois des projets de ce type qui naissent dans le monde. Ce qui est certain, c'est que les modèles en télévision et sur cette thématique-là, comme pour le reste, tâtonnent un peu au début avant de trouver leur équilibre financier. Bon, on voit qu'il y a une certaine ébullition autour de ça. C'est bien, ça va dans le bon sens.
Mais en France, Pink a toujours des adeptes. Il faut dire que contrairement à Tim, il y a des films spécialisés tous les soirs. C'est un visage, un seul, qui apparaît sur tous les journaux du monde, celui d'un certain Barack Obama, ça vous dit peut-être quelque chose. De l'Afrique du Sud à la Croatie en passant par la Belgique ou l'Ouganda. Alors il y a les journaux qui n'ont pas pu boucler à temps, comme Die Welt en Allemagne par exemple, qui a publié une silhouette avec ce Good Morning Mr. President, et puis le quotidien belge Morgan qui vous propose une double couverture à retourner en fonction du gagnant. Et voici notre top 3 des couvertures qu'on a préférées à Mediaplanet. Jeu de mots pour le Daily Mirror en Angleterre avec Gobama. Jeu de mots suite pour l'Ottawa Sun au Canada et juste une onomatopée, bam. Et puis notre préféré, c'est l'Evening Standard et la photo so glamour du nouveau couple présidentiel. Ah, ça fait rêver. Connaissez-vous Raphaël Amargo? Il s'agit du prof d'expression corporelle de la Star Academy. On le voit régulièrement sur TF1, notamment danser des flamencos endiablés. Et oui, car Raphaël Amargo est espagnol, c'est même une vedette dans son pays. Il a participé à la Starac locale, Opération Triunfo. Et en plus, il parle français. Enfin, il essaye. Bonjour Raphaël. Bonjour, Christophe Bourron. Je suis Raphaël Amargo. Merci. Alors Raphaël, est-ce que vous êtes une star? Je sais pas. je connais que je suis un grand travailleur, un grand professionnel, un artiste. Le Star, c'est une demande que tu vas faire à la personne de la rue, non? Au monde, à l'Espagne. Ok, très bien. Alors je vous précise que Raphaël Amargo est à la tête de sa compagnie de danse depuis 11 ans, qu'il travaille dans l'humanitaire au Népal, qu'il a joué dans plusieurs films et même dans la série Un, Dos, Tres. Bonjour à tous. Je vous présente Raphaël Amargo. Bien sûr, j'imagine que vous le connaissez tous. Et vous savez donc que c'est l'un des meilleurs danseurs que nous avons dans notre pays. Bonjour. 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 Disons juste que je m'y connais un petit peu en danse. Voilà tout. Mais alors Raphaël, pourquoi venir en France? Je voulais que la France connaisse vraiment à Raphaël Amargo pur, artiste, forte, énergique et sur la scène pour manger le public, non? Très bien, il veut donc nous manger. Il prépare en ce moment un spectacle avec sa compagnie madrilène. Ça va être super. Allez, à la semaine prochaine dans Mediaplanet. Olé! Michel Drucker doit faire des envieux à France 2 avec une popularité qui ne se dément pas et un anniversaire, la 400e de Vivement Dimanche, c'est demain. Émission spéciale avec de nombreux animateurs de la chaîne. Il nous a ouvert les coulisses de son émission et nous allons aussi lui demander comment il réagit aux critiques répétées contre sa chaîne France 2. Michel Drucker, bienvenue sur le plateau de Plus Clair et bonjour. Merci de m'accueillir. Cette émission de demain, c'est une émission très spéciale, la 400e de Vivement Dimanche. Mais pas seulement, vous en avez profité pour fêter l'anniversaire de nombreuses émissions et animateurs de France 2. Vous avez invité qui? Eh bien, ceux qui ont la chance, comme moi, d'être là depuis très longtemps et de s'être inscrits dans la durée, ce qui est le privilège du service public. Il y a donc la 1000e de Pujadas, il y a la 1000e de Théo Café, Catherine Sellac, il y a les 10 ans du Grand Cabaret de Sébastien, il y a les 15 ans de La Rue, les 15 ans de Taratata, les 20 ans de Fort Boyard et les 400 éditions de Vivement Dimanche. C'est pas mal quand même. Tous en même temps, vous n'avez pas eu trop de problèmes d'ego à gérer? Non, pas du tout. Mais il y en a qui ont préféré qu'on tourne sur leur plateau dans l'heure juste. Et on était sur le plateau de Nagui et Taratata. Pujadas nous a ouvert les portes du journal, de son équipe, de la rédac, de son fauteuil. Et on a reçu la directrice de France 2, Arlette Chabot. Patrick Sébastien, Jean-Luc Delarue, Olivier Mine, Sophie Davant, j'en oublie, autant d'animateurs réunis en tout cas. Notre envoyé très spécial, Raphaël Baillot, ne pouvait pas rater ça et elle s'est faufilée dans les coulisses de l'émission le jour de l'enregistrement, c'était mercredi. Elle a essayé d'avoir des infos exclusives sur vous, Michel Drucker. L'envoyé très spécial est attendu d'urgence dans les coulisses de Vivement Dimanche, mercredi au Studio Gabriel à Paris. Une émission spéciale avec 10 bougies sur le gâteau. 10 ans, c'est passé vite, 10 ans. Et si, Michel, et pour l'occasion, vous aviez invité d'autres présentateurs de France 2 qui, coup de bol, fêtaient aussi plein d'anniversaires. 10 ans à fêter, c'est pas mal. Pour les 20 ans de Fort Boyard. On vient fêter le 1000e numéro du journal de 20h présenté par David Pujadas. Et France 2 sait y faire pour que les médias parlent de Michel Drucker. Il y avait des photographes. Vous êtes d'une agence, par exemple? Je suis d'une agence. De quelle agence? L'agence Elliott.
Et vous? Alors je fais le tour de tout le monde, vous travaillez pour CIPA Presse, là, il y a des photos qui partent partout dans tous les journaux, les journaux de télévision, la presse People et tout le reste. Très bien. Et vous, alors vous travaillez pour qui? Je travaille pour Visual. Je travaille pour la chaîne, pour France 2, pour le Parisien. Il y avait même d'autres émissions sur les médias. C'était ma télé sur TPS. Pour Média Magazine. D'accord. Vous faites quoi comme sujet? Michel Drucker. Ouh là là, va falloir faire mes preuves face à la concurrence. Et du coup, je me suis lancé un défi, trouver des nouvelles infos jamais révélées sur l'homme au canapé rouge. Ni une ni deux, je commence en alpaguant le rare Jean-Luc Delarue, venu fêter les 15 ans de Ça se discute. Je tente de trouver des infos inédites sur Michel Drucker. Bonne chance. C'est difficile. Bonne chance. Michel dit lui-même qu'il est vendu avec le poste, ce qui signifie qu'il appartient au public. Je pense qu'il n'y a rien de chez Michel qui cache au public. Ok, j'ai l'impression que ça va pas être facile, mais courage, direction les loges pour soutirer de l'info à Arlette Chabot. Le grand rêve de Michel Drucker, tout le monde le sait, et le grand regret, ça aurait été de présenter le journal télévisé de 20h. Aujourd'hui, on a Marie Drucker, donc peut-être que par procuration, il satisfait cette envie. Michel Drucker qui rêve de JT, en voilà un bon tuyau. Merci Arlette. Mais encore plus surprenant, cet autre talent caché de Michel. C'est un homme qui me fait énormément rire. Par exemple, qu'est-ce qu'il raconte de si marrant? Entre les imitations qu'il est capable de faire. Là, vous m'intéressez beaucoup. Il imite qui? Ça vous n'aurez pas. Ça vous n'aurez pas parce que j'ai prévendu ça pour Téléma Télé. Ah bah non, c'est pas du jeu ça, Olivier. Heureusement, j'ai réussi à en savoir plus grâce à Jean-Pierre Coff. Il imite pratiquement tout le monde. Alors il imite qui? Il imite, je sais pas, il imite Johnny formidablement bien, il imite tous les chanteurs, tous les gens qui voient. Un puits d'infos croustillantes, ce Jean-Pierre. Il m'a livré un autre scoop. Il mange de l'andouillette, il mange du saucisson, il mange du pâté. Et pour moi, c'est pas du tout l'ascète qu'il essaie de faire croire aux gens. Ah bon? Mais c'est bizarre, parce que voilà ce que Faustine Bollard m'a révélé. Il faut savoir que Michel, quand il se change entre Vivement Dimanche et le tournage de Vivement Dimanche prochain, il a pas tellement de complexe à nous faire parfois à nous retirer sa chemise, à nous faire un striptease un petit peu 9 semaines et demie en restant forcément très correct. Et je suis restée complètement abasourdie parce qu'il est super bien foutu. Svelte et gourmand, mais comment c'est possible? Le sport, pardi. Bon, pour le vélo, on savait déjà, mais il y a autre chose. Monica Bellucci, elle est souvent dévêtue en sa compagnie. Vous saviez ça? Non, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils font de la piscine ensemble. Ah, intéressant. Ils s'attendent à quelque chose de plus coquin, mais non. Ils sont partenaires de natation. Voilà, ils font de la natation ensemble, mais avec Vincent Cassel aussi. Donc, les choses soient très claires. Voilà, exactement. Bon, sinon, je vous aurais bien montré le plateau, mais l'accès était très limité. Allez, résumons plutôt nos infos sur Michel Drucker. 2 talents inassouvis, présentateur de JT et imitateur, plus 3 surprises. Il aime manger, il est bien fait, il nage avec Monica Bellucci. Ça fait 5 infos inédites en tout. Mission accomplie, et à la semaine prochaine. Présentateur du 20h et imitateur. Ce sont vos... C'est pour les copains, ça. Parce que je me risquerais pas, maintenant qu'il y a Canteloup et maintenant que je connais Laurent Gérard, mais ils m'ont bien inspiré. Et puis, présentateur de 20h, c'est vrai. C'est mon grand regret. Je rate pas la grande messe de 20h. Je regarde beaucoup les infos, toutes les chaînes d'infos. iTélé, LCI, CNN. Mais maintenant que Marie, comme l'a dit Arlette Chabot, que ma nièce Marie est là, je crois qu'elle va faire ça très bien. Sur le plateau de Vivement Dimanche, les sketchs d'Anne Roumanoff et les imitations de Nicolas Canteloup deviennent, je trouve, de plus en plus corrosifs. Est-ce que ça vous a valu des ennuis récemment avec les personnes qui sont égratignées sur votre plateau? Non, alors pas du tout. Personne n'est épargné, en plus, pas même le président de la République. Bien sûr, surtout pas le président de la République. Oui, mais Anne Roumanoff, vous savez, on la connaît depuis longtemps, elle a travaillé avec nous, elle a cherché des formules, et un jour, je l'ai vue sur scène avec Françoise Coquet, et elle faisait Radio Bistrot. Oh, j'ai dit, là, on tient un truc. Je dis, mais pourquoi tu t'appellerais pas Madame On ne nous dit pas tout? Tu arrives un peu éméché, et le personnage de pilier de bistrot, surtout une femme, elle peut tout dire. Vous rappelez très souvent à propos de Vivement Dimanche que vos patrons de l'époque vous ont laissé un an, enfin vous ont laissé du temps pour vous installer. Heureusement, parce qu'on a ramé pendant un an. Est-ce que ce serait encore le cas aujourd'hui, vous croyez? Moi, je pense qu'on laisse du temps. Regardez, Taratata, on lui a laissé. La preuve, 15 ans, c'est au programme 20 ans. Sébastien, tous ceux qui sont là, Philippe Lefebvre, Des mots de minuit, Catherine Sellac. Eux, ils sont là depuis 10 ans, mais aux nouveaux, ceux qui arrivent aujourd'hui, on leur laisserait le même temps? Je crois. Oui. Moi, je pense. Regardez, Vous pensez que c'est le cas avec Julien Courbet, par exemple? Je sais. Alors, il faut attendre encore parce que
c'est pas une réponse de Normand à côté que je vous fais là. C'est très long. Moi, j'ai affronté l'Access Prime Time pendant 4 ans. J'ai ramé pendant avec des Studio mois. Gabriel, ouais. Pendant des mois, j'ai ramé pendant 1 an, Vivement Dimanche. Tout le monde l'a oublié. Parce que succéder à Jacques Martin, c'était une gageure incroyable. Avec une grosse pression. Il faut pas oublier qu'il y a 10 ans, c'était encore l'école des femmes. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il faut donner du temps au temps. Regardez, un exemple très précis du temps que les patrons actuels donnent aux gens. Frédéric t'a dit? Oui, Ce soir ou jamais. Attendez, c'était pas gagné. Sur la 3. Et il entame sa 3e saison, je crois. Mais pour revenir à l'Access Prime Time, service maximum, Julien Courbet, par exemple, Oui. on voit bien qu'il a une énorme pression depuis septembre. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez des critiques à son encontre? Il n'a pas plus de pression qu'il avait pendant 15 ans sur TF1. Qu'est-ce que vous pensez des critiques à son encontre? Je les trouve injustes. Je trouve que Madame Almanel, ministre de la Culture, sort de son devoir de réserve. C'est pas son rôle. Elle a plusieurs fois publiquement douté du concept de l'émission. C'est douloureux. Julien, il est comme tout le monde, c'est un être sensible, c'est un artiste, il est blessé par ça. Il a beaucoup de courage d'y aller tous les jours. De toute façon, je vais vous dire, Service Maximum, qui est une émission de service public, une émission pratique, elle a sa place sur la vie publique. Alors, c'est peut-être pas le bon horaire, mais je suis sûr que cette émission restera. Peut-être pas à cette heure, mais elle restera. Alors depuis, Christine Albanel, la ministre de la Culture, s'est excusée, mais Frédéric Lefebvre, par exemple, le porte-parole de l'UMP, qui passe son temps à dire à quel point les programmes de France 2 sont mauvais. Il a tort. C'est de l'ingérence? Non, mais c'est pas bien. Mais je connais un peu. Bon, c'est son côté impulsif, c'est la nouvelle génération. Il faut rendre justice à la nouvelle génération des hommes politiques, le président en tête. Ils n'ont pas la langue de bois. Alors, t'entends, ils vont trop loin. Moi, je pense que les programmes de France 2 sont nettement supérieurs, culturellement parlant, à beaucoup de chaînes. Je mets évidemment la 5 ou Arte de côté. Et qu'il n'y a pas photo entre le privé et le public, voyons, il n'y a pas photo. Jamais il y a eu autant de programmes culturels ambitieux et risqués, autant de prises de risque service public, et ça fait 45 ans que j'y suis, disons 40, car j'ai passé 4 ans dans le privé. Pourquoi la ministre de la Culture? Pourquoi le porte-parole de l'UMP? Pourquoi les hommes politiques parce que les petites phrases, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, parce que c'est une génération qui aime bien parler, parce que c'est les effets de manche, parce qu'il faut dire des choses. J'en suis sûr que M. Lefebvre ou Mme Almanel savent très bien au fond d'eux-mêmes que le service public est dans sa mission, même s'il peut faire mieux, et que Courbet est un bon pro. Est-ce que le but, c'est pas un amateur, Courbet, c'est un bon pro. Est-ce que le but, c'est pas tout simplement de déstabiliser les dirigeants de la chaîne, les dirigeants du groupe? Sur ce plan-là, c'est réussi. Voilà. Hein. C'est réussi depuis un bon moment. En février 2008, ils font tenir, ils sont courageux. En février 2008, vous disiez à propos des dirigeants de France Télévisions, justement, Patrick de Carolis et Patrice Duhamel, il serait criminel de ne pas les laisser aller au bout de leur mandat. Évidemment, ils sont là depuis 3 ans, ils ont tracé un sillon, ce serait logique qu'ils terminent leur parcours. J'espère qu'il va tenir, qu'il aura les nerfs de tenir, car c'est très difficile. Vous savez, il y a toujours la menace d'un plan social, la barque est trop lourde, il faut réformer le service public. C'est vrai que la suppression de la pub, le président avait dit à l'euro près, le périmètre ne sera pas changé et vous aurez les mêmes ressources. C'est pas évident, c'est pour ça que c'est difficile. Dans une période de crise, il manque environ 200 millions d'euros. Donc il faut faire avec. On a tous fait des efforts. Ma production, la première, et Sébastien et Courbet travaillent pour un tarif nettement inférieur à l'émission qui le précédait. On va tenir parce que c'est une maison qu'il faut soutenir. Moi, je suis très attaché à cette maison. Très. Mais quand vous dites... Sincèrement, et pas de façon démagogique et paternaliste. Quand vous dites les dirigeants de France Télévisions sont déstabilisés, c'est fait. Vous en ont-ils fait part? Vous en avez parlé avec eux? On le voit, c'est difficile. Qu'est-ce qu'ils vous le disent à vous? Ils tiennent, ils me disent, tu sais, c'est difficile, attaquer de toutes parts, le ministre qui s'en met, le président, le bras de fer. C'est vrai que Carolis est extrêmement courageux lorsqu'il a dit sur RTL il y a quelques mois, le compte n'y est pas, c'est stupide de dire que le privé et le public c'est la même chose. C'est pas la même chose. Et je vous signale, pour clore avec ce sujet, que le service public, c'est lui qui tient le mieux dans la tourmente. Regardez Le Monde de cette semaine, regardez la presse. Vous recevez assez de patrons du PAF et d'animateurs sur votre plateau pour savoir que, pour l'instant, la chaîne qui est dans la seringue, qui économiquement souffre le plus, mais elle va avoir un ballon d'oxygène avec la pub qu'on va lui donner, c'est quand même TF1. Est-ce que vous imaginez qu'il y a quelques jours, la moyenne de TF1, le jour, soit lundi ou mardi, a été de 21,5. Quand j'étais sur TF1 il y a 15 ans, on était à 38, 40 de part de marché. Et ne pas dire
que le carton énorme de Plus belle la vie est à l'origine du fléchissement du 20h de TF1, puisque celui de France 2 augmente. Merci beaucoup Michel Drucker d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Avant de se quitter, le cahier de tendance de Mathieu Drouin, cahier spécial élection américaine évidemment. Alors ça donnait quoi à la télévision française ? C'est parti pour un nouveau cahier de tendance. Cette semaine, la French TV était à l'heure des élections américaines. Et le in pour nos présentateurs sur place, c'était de déambuler dans les rues de New York. Et dans la rue, il y a de l'imprévu. Ça a commencé dimanche soir avec Claire Chazal qui a eu affaire à un promeneur au regard, disons, baladeur. Toujours dimanche soir sur France 2, c'était compliqué pour Laurent Delahousse de mener son interview sérieusement avec un logo sur le front. David Pujadas s'est lui carrément cogné plusieurs fois contre son logo élection US. Et en plus, on lui passe devant. Aïe, ça doit faire mal ça. Pour les présentateurs de JT présents à New York cette semaine, le in c'était de se télétransporter à la Star Trek. Et la concurrence TF1 France 2 était plus que jamais d'actualité. Dimanche soir, Laurent Delahousse était au sud de Manhattan, dans le quartier de Meatpacking. Meatpacking, c'est là, sur la carte. Jusqu'ici, tout va bien. Seulement 7 minutes après... Maintenant, au cœur de Central Park. Meatpacking Central Park, ça fait juste 5 km et demi. À pied en 7 minutes, carrément balèze. Mais encore plus fort, Claire Chazal était à... Ground Zero. Qui se trouve ici. Et 8 minutes plus tard, on la retrouve... Ici, à Harlem. Distance 12 km. 12 km en 8 minutes, record battu. Ah, Claire Chazal, c'est vraiment la meilleure. Ça peut paraître difficile à croire, mais un des in de la semaine aussi, c'était de se démarquer avec son micro. Parce que là, c'était festival. Retour dans les années 50 sur Canal+ et BFM TV qui nous ont ressorti, des microphones. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Sur iTélé, c'était grand luxe, on n'était pas avec un mais deux micros. Ça va, les moyens. Sur France 2, c'est le grand retour des 70s. Certains essayaient d'être in comme Pierre Grange à Phoenix, mais bon, l'idée, c'est de parler dans le micro, pas 40 cm au-dessus. Voilà, un peu comme John McCain. Enfin, dans un style beaucoup plus actuel, Anne-Sophie Lapix nous la jouait déjà plus... C'est pas moi qui le dis, hein. Allez, next. Et le out est attribué aux différents ratages de la semaine. C'est parti pour le top 3. On commence avec la voix off d'Euronews qui avait des problèmes de réglage avec son humour. C'était mardi soir. Enfin, nous avons un petit problème. Nous avons un noir à l'antenne, justement, comme on l'appelle. Ah ouais, excellent. En 2, on avait sur iTélé un petit problème de format d'image. Regardez bien la tête de ce présentateur, Thomas Joubert. Attention, 3, 2, 1. Ah bah ouais, là il y avait clairement un problème de format. Et le number one... Voilà pour l'essentiel de... direct. Et la galanterie ? Allez-y Marie. Voilà. Dimanche, Laurent Delahousse et Marie Drucker s'en mêlaient pour prendre la parole sur le JT de France 2. Faut dire, il y a de quoi être crevé avec tous ces décalages horaires. Allez, see you next week. Voilà, Plus Clair, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission sur canalplus.fr. Rendez-vous même endroit, même heure samedi prochain. C'est en clair et c'est à 12h45. Bon week-end, bye bye.